de cette interview en présence de Corinne Toukoula, qui est associée et coach chez Expat Communication, et toujours en présence d'Alix. C'est les clés d'une mission bénévole réussie. Parce que finalement, on sait que quand on prépare bien en amont, qu'on sait bien quels sont les points importants d'un engagement bénévole, souvent ça permet de s'éclater en fait dans son bénévolat et de tirer plein de bénéfices. Alors, la première chose, quand on a préparé cet entretien, c'était la question de tenir compte de son intuition. La première clé, l'intuition. Alors moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc ça fait rire tout le monde d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi de l'élan. De temps en temps, on a envie, on ne sait pas pourquoi, de rejoindre tel ou tel groupe ou faire telle activité. Alors, dans la thématique de l'intuition, mais qui se rapproche, c'est choisir les personnes avec qui on a envie de s'engager dans le bénévolat. Alors, ça aussi, pour moi, c'est très important. Moi, ça m'horripile, en fait, les groupes de bénévolat où les gens portent tout sur leurs épaules. On a l'impression qu'ils font un sacrifice immense. Non, moi, je trouve que le bénévolat, c'est joyeux, c'est sympa et que c'est super important que vous choisissiez des groupes sympathiques, dynamiques, positifs, joyeux. Et moi, ça m'est arrivé, en fait, d'aller vers une activité parce qu'il y avait une fille géniale qui faisait partie de ce groupe et je me suis dit je veux absolument être avec elle est géniale et j'ai bien fait, c'est même une de mes meilleures amies et on a fait un job génial ensemble. Alors il y a choisir les personnes avec qui on veut s'engager dans une mission et Alix, il y a aussi choisir son projet, un projet qui a du sens. C'est un subtil équilibre entre l'intuition, la rupture, je l'ai jamais fait mais voilà. Et puis aussi, en revanche, être bien clair sur ce qu'on en attend. Ce qu'on disait dans cette introduction, est-ce que j'y vais pour développer mes compétences, et être très sincère avec soi-même. On ne vient pas, de toute façon, sincérité et lucidité. Lucidité, je ne viens pas sauver le monde. Et le monde a très bien, plus ou moins tourné avant que j'arrive, en tout cas, bien comprendre qu'on apporte une goutte d'eau pour ne pas se sentir écrasé, parce que je pense à l'humanitaire notamment, où parfois on se dit, oh là là, c'est trop et j'en perds le boire et le manger. Donc non, je viens juste apporter une petite goutte et être sincère. Nos motivations sont toujours ombre et lumière. Je viens pour apporter quelque chose, mais j'ai aussi pour moi. Et puis, ça peut me casser les pieds à certains moments. Tout à l'heure, on entendait M. Labellière dire il faut parfois une vie entière pour comprendre le fruit du bénévolat. Il y a de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a le plaisir. Et puis, moi, je me souviens, je vais être cash, de bénévolat où je m'occupais d'enfants handicapés, je devais les faire manger et c'était dur de passer les repas avec eux. Et chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'en avais honte, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui me dise, mais attends, c'est normal que tu sois un peu choqué par cet aspect-là, où j'ai soigné des gens qui étaient vraiment dégueux. C'est normal d'avoir un moment de répulsion. Ce qui n'est pas normal, c'est de se fermer les yeux en disant, non mais attends, je fais du bénévolat, donc je vais trouver ça bien. Non, je reste parce qu'il y a eu un sourire, un truc qui a fait que ça avait du sens, et je m'y raccroche et je me le redis, pour l'équipe, tout en acceptant qu'il y a des aspects qui sont soit pas cool, soit dégoûtants, soit ennuyeux. Et là, ce qui est important de rappeler, c'est que dans le choix du projet, on l'a rappelé en introduction, mais il y a différents types de projets. Ça peut être de l'action humanitaire, ça peut être de l'aide aux plus démunis, aux personnes seules, aux personnes âgées, mais ça peut être aussi des engagements dans une école, au sein de la formation, ça peut être des engagements locaux, de développement écologique auprès des animaux. Voilà, tout engagement bénévole peut être très large et donc acceptons et ouvrons-nous aussi à plein de champs possibles. Souvent, on est ciblé sur des missions de charity, mais il n'y a pas que ça dans le bénévolat. Donc, choisir bien, donc dans les clés, il y a aussi choisir bien son activité, son projet. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assumer, d'assumer ça pleinement. En fait. Le bénévolat, c'est pas de la demi-mesure. Non, ça peut être complètement assumé, enrichissant. Donc, ma proposition, c'est vraiment d'y aller à fond, d'y aller et de se donner, de s'engager. Il y a beaucoup de gens qui le font en dilettante et finalement qui ont beaucoup de frustration parce que ça ne m'apporte pas grand-chose finalement. Alors que si je mets les deux pieds dedans, je pense que pour moi, en tout cas, ça m'a toujours apporté si j'étais dans cet état d'esprit-là, en tout cas, dans cet engagement plein. Au point que pour moi, il n'y a pratiquement plus de différence entre ce qui est bénévole et ce qui est professionnel.
À un moment de ma carrière, je faisais de l'accompagnement des conjoints de façon bénévole et d'autres choses de façon professionnelle. Et aujourd'hui, ce que je faisais de façon bénévole est devenu mon métier. Le bénévolat peut être aussi un moyen d'expérimenter, parce qu'il y a quand même moins d'enjeux, on a moins de pression à l'extérieur. Du coup, on est parfois beaucoup plus créatif. Et on peut, par le bénévolat, découvrir des talents d'entrepreneurs, de managers, de transformateurs d'équipe qu'on ne pensait pas avoir. Et je vois des gens prendre une ampleur incroyable, à condition d'être dans cet engagement. La question de la valorisation, elle est vraiment importante. On en a parlé pendant cette table ronde, mais c'est avoir des exemples concrets, parce que y a beaucoup d'expats avec qui je suis en contact moi au quotidien qui me disent ok, d'accord, vos projets là, vous parlez de bénévolat, de formation, mais au retour, quoi, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces expériences? C'est pas vrai, ça marche pas. Donc moi, j'aimerais bien avoir 3 exemples concrets. Alors moi, j'en ai plein d'exemples en fait. J'en ai plein. J'ai l'exemple d'une personne en fait qui avait travaillé dans un organisme, c'était l'UFE, voilà. Elle s'occupait d'événementiel et elle organisait des grands week-ends de golf pour les familles, etc. Et quand elle était banquière à l'origine, et quand elle est rentrée en France, elle a été embauchée pour s'occuper d'un événement pour des pédopsychiatres. Un grand événement, et depuis elle a monté sa boîte d'événementiel et elle est complètement spécialisée là-dedans et ça marche très bien. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est une fille qui avait fait exactement la même école que son mari, école hôtelière, qui est partie en expat, qui a fait du bénévolat auprès des jeunes ados, et du coup elle a été embauchée par une école à son retour comme CPE. Et puis, d'ailleurs, cette école lui a fait gravir les échelons. Elle est maintenant, je crois, adjointe au proviseur d'un lycée. Donc, c'est pour ça que c'est important voilà, d'avoir ces témoignages-là, ces exemples concrets, pour dire qu'on peut transformer ces expériences de bénévolat. Oui, moi, ce que je vois à travers les expériences du Job Booster Cocoon ou des personnes qu'on accompagne, soit par le bénévolat, ils vont développer une grande polyvalence. Et là, on voit beaucoup de gens. Parce que généralement, les gens arrivent en disant ah, non, moi, j'ai toujours été bénévole, donc je ne peux rien faire. Presque un défi. Est-ce que tu vas trouver quelque chose à faire de moi? Là, je pense que je suis un cas désespéré. Et alors, c'est là où c'est la dernière clé pour réussir sa mission bénévole. C'est pendant l'expatriation, au retour, comment on peut être accompagné pour bien poser les choses. Alors, c'est le moment de pub. Mais allons-y, parce que c'est important. Mais on sait le faire, on fait beaucoup. Mais parce que, non, mais effectivement, c'est ce qu'on voit tout le temps. C'est-à-dire des personnes qui arrivent en disant j'ai eu un bon début de carrière, ou pas d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué de rebondir. Il n'y a jamais de cas désespéré parce que on voit soit des gens très polyvalents qui vont trouver des postes de type office manager, bras droit, assistant, enfin, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de ces gens qui savent rebondir, qui sont résilients, qui ont le sens de l'engagement, le sens du collectif, et tous ces soft skills, et surtout cette capacité d'organisation qu'on a forcément quand on a trimballé une famille en expat. Dans une PME notamment, c'est de l'or et on ne trouve pas beaucoup de gens qui ont ce profil-là en fait. Donc finalement, même des gens qui n'ont pas travaillé depuis 15 ou 20 ans vont pouvoir retrouver. L'autre biais qu'on voit, c'est des gens qui, par le bénévolat, ont découvert une activité qui finalement a du sens pour eux, et ils vont utiliser les compétences qu'ils avaient dans leur première carrière, tout ce savoir-faire technique d'excellence, au service de cette passion ou de cette cause qu'ils ont développée. Je pense notamment à beaucoup de gens qui s'engagent dans l'enseignement. Comment profiter de ce qu'ils ont découvert d'enseignement plus valorisant, évidemment, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, à l'étranger, pour réformer le système français, et on voit des très belles carrières, ou dans la peinture, on a vu des gens partir avec, rebondir de façon extraordinaire dans des domaines très créatifs, parce que, de façon bénévole, ils avaient participé à des ateliers, fait des formations à l'étranger. Donc, aucune inquiétude. La seule chose, je dirais, qui empêche de retrouver un job, c'est la conviction qu'on va y arriver tout seul. La conviction que, en fait, on est attendu et que ça va être simple. Je pense qu'à partir du moment où on sait que la partie n'est pas gagnée, qu'elle est possible, mais qu'elle n'est pas gagnée, on a cette humilité pour se remettre en cause et observer mieux ce qui marche. Et changer de lunettes pour se mettre à la place de son interlocuteur. Nous, on offre 2 services pour ça. Le Job Booster Cocoon, vous avez vu, ça c'est on a la lumière dans les yeux quand on en parle. Donc ces groupes de conjoints qui se retrouvent entre Français et étrangers qui arrivent
pour rebondir dans leur carrière, et des accompagnements en direct avec un coach, dans des coachs qui sont tous spécialisés dans ce type de profil, qui croient en vous, qui savent tout ce qui est possible de réaliser à partir de morceaux, parfois de briques et de broc, parfois dans une continuité plus grande, et qui vont vous accompagner pour, c'est ce qu'on a entendu dans la table ronde tout à l'heure, clarifier votre projet, faire ce travail assez ingrat mais fondamental de transformer des réalisations en compétences et de compétences en jargon technique de l'entreprise que vous ciblez, et vous aider, pour moi le plus fondamental, à garder votre énergie et votre confiance en vous pour, on l'a dit plusieurs fois dans cette journée, avoir l'œil qui brille et faire briller l'œil du recruteur. Ça, c'est l'accompagnement qui va vous permettre, même dans les périodes de doute, même dans les périodes où tout le reste est lourd, de rester, pour ce que disaient les recruteurs tout à l'heure, avoir éventuellement des moments de vérité, mais à être dans votre place de professionnel qui vient apporter une mission humainement, mais de façon convaincante. Eh bien, un grand merci. On espère que voilà, cet entretien qu'on a pu avoir avec Alix Carnot et Corinne Tucoula vous permettent voilà, d'avoir des clés pour réussir votre mission bénévole pendant votre expatriation et pouvoir préparer après votre éventuel retour. Donc, merci à toutes les deux.